Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le rôle des expériences quotidiennes au sein de la famille dans l'acquisition d'un habitus relationnel agressif. Jean E. Dumas. Purdue University, USA. Introduction. Laure a 5 ans. Ses parents se plaignent de ses crises de colère fréquentes, de son manque de maturité et de sa tyrannie à la maison. Depuis près de 2 ans par exemple, elle provoque régulièrement son frère aîné ou le frappe ou le mord sans raison apparente. Elle agit parfois de la même manière envers sa mère, qui est épuisée par les conflits quotidiens qui secouent la famille. L'enseignante de Laure rapporte des conflits semblables mais plus rares à l'école. Claude a un peu plus de 8 ans. Il a une longue histoire de violence verbale et physique à l'égard de sa mère, avec laquelle il vit seul. Impulsif et vite frustré, il s'emporte facilement et frappe alors rapidement ou détruit ce qui lui tombe sous la main. Claude a un retard scolaire important mais est moins agressif à l'école, où il est davantage ignoré que rejeté par ses camarades. Lécha a 14 ans. Elle a récemment été expulsée de l'école après avoir attaqué un camarade avec une chaise et un enseignant avec un livre. Ce genre d'incident est fréquent et est devenu de plus en plus sérieux depuis quelques années. La mère de Lécha reconnaît ses difficultés mais n'a pas plus de moyens d'y faire face que l'école. Les conduites agressives à la maison et à l'école sont très diverses et, comme l'illustrent ces 3 cas, évoluent considérablement de l'enfance à l'adolescence. Ces conduites ont cependant 2 dénominateurs communs. Elles bafouent régulièrement les droits de l'entourage et, ce faisant, entravent progressivement le développement de l'enfant lui-même. Les critères diagnostiques du trouble des conduites de la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'Organisation mondiale de la santé, 1994, reflètent clairement cette diversité et cette évolution. Ces critères, reproduits au tableau 1, indiquent que les symptômes du trouble vont des accès de colère anormalement fréquents aux délits graves. C'est aussi ce que soulignent différentes études longitudinales montrant que, sans intervention, bon nombre d'enfants agressifs et violents continuent à manifester des difficultés qui vont en s'aggravant. Avec le temps, bagarres, menaces et intimidations deviennent de plus en plus fréquentes au sein de la famille, à l'école ou dans le voisinage, comme le deviennent la cruauté envers les personnes ou les animaux, la destruction délibérée et même le port et l'utilisation d'armes diverses, le vol, l'extraction et la fraude. Bien que cela soit très rare avant l'adolescence, dans les cas extrêmes, les violences répétées peuvent entraîner des blessures graves et aller jusqu'au viol et au meurtre. Au quotidien, la plupart des enfants remplissant les critères diagnostiques du trouble des conduites provoquent, s'opposent à leur entourage, et sont souvent verbalement ou physiquement agressifs davantage qu'ils ne sont à proprement parler violents. D'une part, ces enfants résistent aux règles, aux exigences et aux limites inévitablement imposées par la vie en société, ou par la nature des choses. Ils refusent d'obéir, d'aider ou de partager par exemple, ou se fâchent lorsqu'ils doivent éteindre la télévision et aller se coucher, ou s'habiller chaudement parce qu'il fait froid. D'autre part, ces enfants ont tendance à toujours vouloir tester les limites et à prendre plaisir à provoquer et à agacer les autres. Ils ont rarement le sens de l'humour par contre, et acceptent mal d'être provoqués ou taquinés et peuvent se montrer particulièrement susceptibles. Enfin, ces enfants ont peu de patience, sont vite frustrés face à la difficulté, et abandonnent rapidement les tâches qui nécessitent un certain effort ou les activités qui les contrarient. Dumas, 2000. L'opposition et la provocation sont normales en cours de développement, surtout en bas âge. Ce qui distingue les conduites agressives, c'est qu'elles mènent régulièrement à des confrontations bruyantes et parfois violentes avec l'entourage, qui elles ne sont pas normales. Avec le temps, les enfants agressifs et violents ne s'opposent plus pour s'affirmer et tester les limites. Ils s'opposent pour s'opposer, s'acharnent pour avoir le dernier mot et se battent pour gagner ou ne pas devoir reconnaître la responsabilité de leurs actions. Cet acharnement est très coûteux. Pour l'entourage, dont les droits sont bafoués et les sentiments ignorés sans arrière-pensée, et pour l'enfant lui-même, qui dépense tant d'énergie à vivre en porte-à-faux que son développement social et affectif et ses progrès scolaires en souffrent inévitablement. 1. Facteurs de risque et de protection. Les explications des origines des conduites agressives abondent,
aussi bien dans les milieux professionnels de la psychologie clinique, de la psychiatrie et de l'éducation que dans le grand public. Chacun semble en fait avoir son explication favorite. Certains sont convaincus que c'est la démission des parents qu'il faut mettre en cause, d'autres des classes surchargées dans lesquelles les enseignants n'ont plus le goût de travailler. D'autres encore affirment que les enfants agressifs et violents sont issus de mauvaises graines, parce que leurs parents ont eux-mêmes des difficultés multiples, ou qu'ils ne sont qu'un reflet d'une société elle-même violente et sans limite. Ces explications sont tout aussi intéressantes qu'elles sont incomplètes. Les données scientifiques s'accordent à montrer qu'il n'existe pas de facteur qui, à lui seul, explique pourquoi certains enfants deviennent agressifs et violents. Gai dire que comme tout autre phénomène complexe, les conduites agressives n'ont pas d'explication unique. Prenez l'exemple des accidents de la route. L'excès de vitesse, l'alcool et la fatigue sont des facteurs de risque qui ne causent pas ces accidents mais qui en augmentent la probabilité. De même, le port de la ceinture et une bonne signalisation sont des facteurs de protection qui n'empêchent pas les accidents mais en diminuent la probabilité, ou la gravité. La recherche a isolé un nombre de facteurs de risque personnels, familiaux et sociaux qui augmentent la probabilité des conduites agressives, sans pour autant les causer. On trouve parmi eux la témérité et l'impulsivité en bas âge, la discipline inadéquate des parents et le voisinage et la pauvreté. Quelques travaux illustrent ces facteurs. Une étude longitudinale de plus de 2400 enfants australiens évalués pour la première fois entre 4 et 8 mois, et suivis jusqu'à l'âge de 8 ans, montre que ceux qui étaient particulièrement impulsifs dès la petite enfance avaient un risque élevé d'avoir des problèmes de comportement plus tard. C'était surtout le cas des enfants élevés dans des familles manquant de discipline claire ou confrontés à des difficultés sociales ou matérielles, Sanson, Steenard. Prior, Oberkled, 1993. L'importance de la discipline parentale ressort aussi des travaux de mon équipe de recherche. Nous avons montré par exemple, qu'en situation de contrôle, le rapport de force des enfants violents et de leur mère favorise souvent l'enfant. Celui-ci a régulièrement recours à divers comportements perturbateurs pour obtenir ce qu'il veut, alors que sa mère est incohérente et impose peu de limites efficaces, surtout aux comportements les plus négatifs de l'enfant, Dumas, Lafrenière et Serkettich, 1995. Enfin, on sait que les problèmes de délinquance et de violence sont fréquents en milieu urbain, surtout dans les quartiers défavorisés, et que les enfants vivant dans ces quartiers courent un risque élevé, non seulement de développer de tels problèmes mais de les développer plus tôt que leurs camarades moins défavorisés, Cooper-Smith, Grisler, De Rosier, Patterson et Davis. 1995, Leber Wickstrom, 1993. En contrepartie, les effets néfastes de ces facteurs de risque sont parfois mitigés par des facteurs de protection, comme un bon rendement scolaire ou la présence d'un adulte de référence lorsque les parents font défaut. Un suivi détail d'environ 400 garçons d'une banlieue londonienne illustre bien la notion probabiliste de risque. Cette recherche s'est penchée sur 5 facteurs: compétences non-verbales faibles, discipline parentale inadéquate, casier judiciaire d'un ou deux des parents, pauvreté et famille nombreuse, et a montré que plus ces garçons avaient ces facteurs de risque entre 8 et 10 ans, plus il était probable qu'ils commettent un ou plusieurs actes violents pendant l'adolescence. Seuls 3% des garçons qui n'avaient aucun des 5 facteurs avaient commis de tels actes, comparé à 8% de ceux qui en avaient un, 15% de ceux qui en avaient 2 ou 3 et 31% de ceux qui en avaient 4 ou 5, Farrington, 1997. D'autres études longitudinales rapportent des résultats semblables, Dodge 2000, Shaw, Winslow. Owens et Illoud, 1998. En bref, les recherches sur les origines des conduites agressives illustrent 2 points essentiels. D'une part, ces conduites ne sont pas le résultat d'une ou deux causes directes mais d'un cumul de risques. C'est en fait moins la nature des facteurs défavorables que leur nombre qui prédit ces conduites à long terme. Dieter Decar, Dodge, Rath et Petit, 1998, Samroff, Gutman et Peck, 2003. D'autre part, ce cumul n'est jamais déterministe. Plus de 2/3 des garçons qui avaient 4 ou 5 facteurs de risque dans l'étude de Farrington ne sont pas devenus violents, un point que de nombreux travaux sur la résilience mettent clairement en évidence, Cyrulnik, 2001, Luthard, 2003. Il est donc essentiel de se méfier des explications simples, apparemment évidentes et souvent fatalistes des conduites agressives.
Dire d'un enfant qu'il casse la figure à ses copains pour un oui, pour un non parce que sa mère est alcoolique ou que son père a fait de la prison et est au chômage, ignore le fait que la majorité des enfants dont les parents ont des difficultés s'entendent bien avec leurs camarades. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, il est futile de s'évertuer à trouver les causes et plus encore, de chercher à les réprimer une fois qu'on croit les avoir isolés. On ne peut intelligemment parler que de facteurs de risque, tenter de comprendre comment ces facteurs exercent leur influence et travailler à diminuer le niveau élevé de risque auquel trop d'enfants sont aujourd'hui exposés. 2. Comprendre comment les facteurs de risque exercent leur influence. La dynamique de l'aptitude à faire face. La théorie de l'aptitude à faire face, développée ailleurs, Dumas 1997-2000, apparaître, avance que tout être humain doit sans cesse affronter différents défis, comme se lever pour aller à l'école ou au travail, respecter certaines règles de vie, ou s'adapter à des changements majeurs tels un déménagement, l'arrivée d'un nouveau-né ou un divorce. La manière dont enfants et parents font face à ces défis reflète le niveau de risque auquel ils sont exposés, et avec le temps, contribue à une dynamique de l'aptitude à faire face qui explique l'émergence et le maintien de conduites positives ou agressives dans la famille. La figure ci-après schématise cette dynamique. Dynamique de l'aptitude à faire face. L'enfant et son entourage doivent faire face chaque jour, et les moyens auxquels ils font appel le plus souvent leur donnent énormément de pratiques relationnelles. Les enfants ne naissent pas polis par exemple. Ils doivent apprendre la politesse en disant s'il te plaît, et merci, à maintes reprises pendant des années, avec beaucoup d'encouragement et grâce à l'exemple d'adultes polis. Il en va de même dans le domaine qui nous concerne ici. Les facteurs de risque facilitant les conduites agressives exercent leur influence néfaste dans les petits gestes souvent anodins de tous les jours, goutte à goutte, comme un robinet qui ferme mal. Considérés séparément, ces gestes apparaissent être sans conséquence et sont la plupart vite oubliés. Cependant, comme des gouttes qui se suivent et se ressemblent, à la longue ces gestes font tache. Les parents confrontés à des problèmes conjugaux ou à des difficultés financières sont habituellement peu attentifs et vite énervés, et encouragent parfois sans s'en rendre compte les conduites agressives en critiquant ou en ignorant leurs enfants, ou en les punissant arbitrairement. De manière semblable, l'enfant en échec scolaire ou rejeté de ses camarades encourage les comportements critiques et agressifs de ses parents à la maison. Lorsqu'ils se répètent et se ressemblent, les conflits ainsi provoqués donnent à l'ensemble de la famille des occasions multiples de s'entraîner, d'abord à la critique, à l'opposition et à la provocation puis avec le temps à l'agressivité et à la violence, et ainsi d'acquérir une panoplie de compétences que des familles moins à risque n'apostrophent pas. Claude et Yesha, 2 enfants fois-messe à la confrontation. La dynamique de l'aptitude à faire face implique que lorsque la famille d'un enfant comme Claude, que nous avons rencontré au début de ce chapitre, s'adresse à un service psychologique comme celui que je dirige, elle arrive déjà plus ou moins formée à la confrontation. Le premier entretien que j'ai eu avec Claude et sa mère illustre ce partage de compétences malheureuses. L'enfant était assis par terre et jouait avec des Legos, alors que sa mère me décrivait les problèmes de discipline qu'elle avait depuis plusieurs années. Dès qu'elle a commencé à m'en donner quelques exemples, son fils s'est vite opposé bruyamment et grossièrement à ce qu'elle disait. Sans le regarder ou même se retourner vers lui, sa mère lui a répondu tout aussi sèchement. Leur prise de bec a continué pendant quelques minutes à un rythme soutenu, mais sans du tout interrompre ce que chacun faisait. La mère est restée attentive à mes questions, pendant que Claude continuait à construire tout un village de Lego qu'il m'a montré fièrement plus tard. Le cas d'Yesha, que nous avons aussi rencontré en début de chapitre, offre un autre exemple frappant de l'emprise de l'automaticité sur certaines conduites agressives. Kennedy, 1997, rapporte le dialogue suivant, qu'elle a eu avec Yesha à la suite d'un incident au cours duquel l'adolescente avait réagi violemment à des propos racistes. Donne-moi un exemple. Dis-moi quelque chose que quelqu'un pourrait te dire qui te pousserait à te battre. Ok. Il y avait ce gars, c'était une classe de sciences, la dernière période de la journée. Et il me dit, Yesha. Je lui dis quoi? Il me dit, comment ça se fait que tu es noire et que ta mère est blanche? Ça m'a vraiment choqué sur le moment, et je l'ai ignoré. Puis je lui ai dit, parce que mon père est noir. Et il m'a dit, ta mère aime les négrillons?
Insulte extrêmement grossière aux États-Unis, parce qu'elle implique, entre autres, qu'une femme blanche a des relations intimes avec un homme de race inférieure. Et j'ai vu une chaise à portée de main et je l'ai prise et je me suis mise à la lui lancer à la tête. Et le prof a essayé de m'attraper et je l'ai frappé avec un livre. Je ne peux pas supporter que quelqu'un parle de la couleur de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, quand quelqu'un dit quelque chose qui me concerne et que je n'apprécie pas. D'abord je le regarde et je ris. Et puis je deviens vraiment fâchée. Et sans vraiment savoir comment, je me mets à hurler et à le frapper. Est-ce que tu décides en fait de le frapper ou ça arrive comme ça? Je ne réfléchis pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas me maîtriser. C'est comme si ce n'était pas moi qui suis dans mon corps. Je ne peux pas me contrôler. pp 195 à 196. Les expériences quotidiennes au schéma transactionnel automatisé. Les échanges quasi-automatisés qu'illustrent les cas de Claude et d'Yesha ne s'improvisent pas. Ils sont le fruit d'un entraînement considérable. Plus généralement, avec suffisamment de pratique, les modes de relations positifs ou négatifs que les membres d'une famille perfectionnent jour après jour deviennent intégrés dans des schémas transactionnels automatisés, STA. Dumas, 1997-2000. Ces schémas, dont l'influence s'observe à la maison et souvent au-delà, s'avèrent plus ou moins utiles à la gestion des défis quotidiens et à long terme, au développement de l'enfant et de son entourage et à la survie de leurs relations. Avant de présenter les caractéristiques de ces schémas, il est nécessaire de considérer plus généralement l'influence de l'automaticité sur notre comportement journalier. Nous avons inventé divers appareils ménagers et autres qui nous facilitent la vie pratique, en automatisant un nombre considérable de tâches quotidiennes plus ou moins laborieuses. Il en va de même dans la vie consciente, où de nombreux travaux de psychologie sociale et cognitive ont mis en lumière l'importance de l'automaticité, voir Barg et Chartrand, 1999, Barg et Ferguson, 2000, pour un recensement détaillé. 2 études expérimentales illustrent ces travaux. Dans la première, Carver, Ganelen, Fromin et Chambers, 1983, ont demandé à des adultes de lire 30 phrases faites de mots mélangés afin d'en faire des phrases correctes. La liste du groupe expérimental contenait 80% de phrases évoquant l'agressivité et l'hostilité, et 20% de phrases neutres, alors que la liste du groupe contrôle contenait le même genre de phrases mais en proportion inverse. Les chercheurs ont ensuite invité chaque participant à les aider à entraîner une personne qu'ils ne connaissaient à une tâche de mémorisation, en administrant une secousse électrique à cette personne chaque fois qu'elle faisait une erreur. Les participants, qui ne savaient pas bien sûr que la personne était un acteur qui ne se faisait jamais secouer, l'ont puni beaucoup plus sévèrement lorsqu'ils avaient lu préalablement des phrases en majorité agressives et hostiles que lorsqu'ils avaient lu avant tout des phrases neutres. Dans une expérience semblable, Barg, Chen et Burroughs 1996 ont exposé 3 groupes de participants à des listes de mots neutres ou de mots évoquant la politesse, poli, respectueux, prévenant, etc., ou la grossièreté, grossier, impoli, impertinent, etc. Chaque participant devait ensuite aller dans un autre local, où l'expérience allait apparemment se poursuivre. Pour savoir comment s'y rendre, le participant devait s'adresser à un chercheur qui était toujours en train de parler de manière animée avec un autre chercheur, tous 2 acteurs, et donc les interrompre. Seuls, 17% des participants qui avaient été exposés à des mots de politesse ont interrompu, contre 37% de ceux qui avaient lu des mots neutres et 63% de ceux qui avaient lu des mots évoquant la grossièreté. Dans ces expériences comme dans bien d'autres, les participants se rendent très rarement compte des facteurs qui influencent leur façon d'agir et de la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés. Une personne prédisposée même brièvement à être polie par le biais de mots évoquant la politesse, se comporte différemment d'une personne sans cette prédisposition. C'est d'autant plus vrai lorsqu'une prédisposition n'est pas manipulée de manière passagère, mais reflète la nature d'échanges sociaux qui se répètent jour après jour. Les parents et des enfants échangeant régulièrement des paroles et des gestes de politesse sont naturellement plus prévenants et respectueux que des parents et des enfants vivant dans des conditions tendues dans lesquelles la grossièreté et la colère sont souvent évidentes. Plus généralement,
Les travaux sur l'automaticité montrent que nous serions incapables de faire face aux défis de tous les jours s'il nous était chaque fois nécessaire d'être pleinement conscients de leurs enjeux, ainsi que des antécédents et des conséquences de nos décisions. Baumeister 2000. D'une part, nos ressources cognitives sont trop limitées pour analyser chacune des situations auxquelles nous sommes confrontés, afin de toujours prendre une décision consciemment informée. D'autre part, ces situations exigent souvent une réponse immédiate qui ne peut pas, faute de temps ou d'information, être toujours prudemment évaluée. C'est le cas du joueur de tennis qui réagit instantanément au service habile de son adversaire, par exemple, comme du parent qui répond à son enfant avant même que celui-ci ait fini sa phrase. C'est dire que dans la pratique, nous sommes rarement en mesure de pondérer chacune de nos actions. Et pourtant, grâce aux habitudes multiples que nous avons prises dans des situations semblables, nous n'agissons pas au hasard. Nous faisons automatiquement et librement ce que la situation nous impose, et nos compétences nous permettent. En bref, d'innombrables automatismes nous libèrent du besoin de nous concentrer et de nous appliquer chaque fois que nous entreprenons le même genre de tâche ou que nous devons prendre le même type de décision. Apprendre à marcher nécessite du petit qu'il soit attentif à chacun de ses mouvements, et qu'il fasse un effort soutenu qu'il absorbe entièrement. Rapidement cependant, attention et effort ne sont plus requis, et l'enfant est capable de marcher tout en faisant ou en pensant à autre chose. L'automaticité a pris la relève d'un processus qui, à l'origine, était conscient et laborieux, et continuera à le faire tout au long de la vie dans l'acquisition de diverses compétences qui s'affinent avec la pratique, comme lire, écrire, jouer d'un instrument, conduire, évaluer une personne qu'on rencontre pour la première fois, et même nous entendre ou nous battre avec nos proches. Caractéristiques majeures des schémas transactionnels automatisés. Qu'ils s'avèrent propices ou néfastes au développement de relations harmonieuses, les STA auxquels nous nous fions pour gérer différents aspects de notre vie quotidienne. 1. Sont transactionnels, 2. Exigent peu ou pas de contrôle conscient, 3. Servent de guide interactif, 4. Sont source de continuité et de stabilité des relations, 5. Sont difficiles à modifier, et 6. Se développent eux-mêmes automatiquement. Les STA que parents et enfants acquièrent à force de vivre ensemble représentent moins la somme des différentes caractéristiques individuelles des membres de la famille que l'histoire de leurs transactions. Les STA que partageaient Claude et sa mère, par exemple, reflétaient la façon dont ils avaient appris au cours des années à agir l'un envers l'autre, comme les émotions et les pensées les plus typiques de leur relation. Chaque jour ou presque, sa mère pensait que Claude était impossible à vivre, et on avait de nombreux exemples, alors que Claude se sentait rejeté et mal aimé, cela à tel point qu'au cours des années ils avaient tous deux appris à ne pas attendre autre chose de leur relation. Avec le temps, les STA deviennent si bien acquis qu'ils ne nécessitent que peu ou pas de contrôle conscient pour être exécutés correctement. L'enfant poli sait dire merci sans y réfléchir, comme le conducteur averti sait se rendre de la maison au travail sans effort de mémoire ou d'attention. En d'autres termes, les STA donnent accès à un répertoire comportemental plus ou moins complet et facilement accessible. Nous avons particulièrement tendance à compter sur ce répertoire lorsque nous sommes préoccupés, tendus ou agités, et que nos capacités cognitives sont mobilisées par la situation qui nous absorbe. Par exemple, une mère et une fille qui, au cours des années, ont développé une relation dans laquelle la mère s'emporte facilement dès que l'enfant s'attarde, tandis que l'enfant s'entête et répond grossièrement dès que sa mère la pousse, auront souvent des difficultés automatiques, le matin lorsqu'elles doivent toutes deux quitter la maison à une heure précise. Les STA que les membres d'une famille perfectionnent à force de pratique, servent aussi de guide interactif lorsqu'ils doivent faire face à des situations nouvelles. La probabilité qu'un enfant confronté à des difficultés scolaires sollicite l'aide de sa mère ne dépend pas seulement des conditions immédiates, de la disponibilité et de la bonne humeur de la maman par exemple. Elle dépend également de l'histoire de leur relation, et plus particulièrement, de la façon dont ils ont abordé des situations semblables par le passé. Ainsi, bien que la teneur des échanges journaliers d'une famille change avec le temps et les circonstances, les STA leur donnent un certain degré de continuité et de stabilité et les rendent prévisibles. Quand ces schémas sont généralement positifs, ils facilitent le maintien d'échanges harmonieux malgré les inévitables hauts et bas de toute relation proche. Malheureusement, le contraire est aussi vrai.
Quand les STA sont critiques et conflictuels, cette continuité et cette stabilité tendent à rendre les troubles relationnels particulièrement difficiles à modifier, même lorsque les personnes concernées expriment un désir sincère de voir leur relation s'améliorer. Enfin, les STA eux-mêmes se développent automatiquement, que nous le voulions ou pas. Il suffit qu'une personne soit fréquemment exposée à des expériences semblables pour que les gestes, les émotions et les pensées qui ponctuent ces expériences refassent surface dans des situations comparables. C'est dire que la fréquence et la cohérence des expériences ont toujours le même effet, que cet effet soit recherché, comme dans l'apprentissage de la politesse, ou le résultat malencontreux d'échanges critiques et conflictuels qui se sont trop souvent répétés. Bien des familles ne se rendent pas compte à quel point leur mode de fonctionnement est sous l'emprise des STA, en grande partie parce qu'elles n'ont jamais délibérément recherché ce mode plutôt qu'un autre. Il leur est venu tout, naturellement. Schéma transactionnel automatisé et habitus relationnel. Les STA sont à la psychologie ce que l'habitus de Bourdieu, 1987, est à la sociologie. Avec le temps, il donne à chaque être humain un habitus relationnel qui ne découle pas d'un choix conscient mais de la pratique répétée de gestes, d'émotions et de pensées semblables. Ainsi, lorsque les relations familiales d'un enfant sont régulièrement critiques et conflictuelles, cette pratique peut lui donner un habitus relationnel agressif, des habitudes nuisant à son entourage et à son propre développement, et qui petit à petit deviennent un aspect important de sa manière d'être. Reprenant Bourdieu, les agents tombent en quelque sorte sur la pratique qui est la leur plutôt qu'ils ne la choisissent dans un libre projet ou qu'ils n'y sont poussés par une contrainte mécanique. S'il en est ainsi, c'est que l'habitus, système de dispositions acquises dans la relation à un certain champ, devient efficient, opérant, lorsqu'il rencontre les conditions de son efficacité, c'est-à-dire des conditions identiques ou analogues à celles dont il est le produit. Il devient générateur de pratiques immédiatement ajustées au présent et même à l'avenir inscrits dans le présent. pp. 127 à 128. L'habitus relationnel n'établit pas des règles strictes de comportement individuel ou social, mais des stratégies dynamiques d'action. La plupart de ces stratégies ne découlent pas de choix conscients, mais d'expériences quotidiennes devenues compétences habituelles. Au sein de la famille, ces stratégies déterminent le comportement typique de chaque membre, sa façon de jouer le jeu, tout en le laissant libre à tout moment d'agir comme il le veut. La notion de jeu se retrouve chez Bourdieu. Rien n'est plus libre ni plus contraint à la fois que l'action du bon joueur. Il se trouve tout naturellement à l'endroit où la balle va tomber, comme si la balle le commandait, mais par là, il commande à la balle. Les contraintes et les exigences du jeu, bien qu'elles ne soient pas enfermées dans un code de règles, s'imposent à cela et à cela seulement, qui parce qu'ils ont le sens du jeu, c'est-à-dire le sens de la nécessité immanente du jeu, sont préparés à les percevoir et à les accomplir, page 80. C'est dire que l'habitus relationnel facilite une régularité des conduites dont nous sommes rarement conscients, sans pour autant nous imposer une façon rigide et codifiée de penser ou d'agir. Cet habitus est souvent le client principal que nous accueillons lorsque la famille d'un enfant agressif s'adresse à notre service psychologique. En faire la connaissance approfondie nous permet non seulement de comprendre comment divers facteurs de risque ont probablement conduit aux difficultés de la famille, mais aussi de proposer des pistes d'intervention pour aider parents et enfants à prendre de nouvelles habitudes relationnelles. Ces pistes découlent d'une nouvelle perspective de travail auprès des familles que j'appelle l'éducation consciente. 3. L'éducation consciente. Les parents d'enfants agressifs et violents se plaignent souvent autant de leurs gestes perturbateurs trop nombreux que de leurs débordements extrêmes. Comme me le disait la mère de Claude, c'est moins ces grosses crises de colère qui m'inquiètent que les petites batailles qu'on a chaque jour à la maison pour un peu tout. L'intervention qu'offre notre service psychologique préconise une éducation consciente visant principalement à diminuer la fréquence et l'intensité de ces batailles. Ce but reflète non seulement l'attente des parents, mais aussi la nécessité de donner à l'enfant un nouvel habitus relationnel qu'il ne peut acquérir qu'en jouant le jeu autrement au quotidien. Cette perspective de travail est décrite de manière détaillée ailleurs, Dumas à paraître. L'intervention ne débute qu'après une évaluation approfondie des difficultés de l'enfant, basée sur des entrevues, des tests psychologiques ainsi que des observations à la maison et dans bien des cas, à l'école.
Les résultats de cette évaluation sont travaillés en équipe soignante, puis restitués à la famille. Cette restitution comprend un plan de traitement adapté aux besoins identifiés, plan qui propose toujours un travail de collaboration dans lequel les parents doivent s'impliquer autant que l'enfant, et souvent plus, surtout lorsque l'enfant est jeune. L'éducation consciente s'inscrit dans le courant des diverses formes d'intervention socio-éducative mises en œuvre pour aider les familles dans leurs tâches éducatives. Durning, 1995 Pourtois et Desmet, 2000. Elle se distingue cependant de ces interventions par son orientation théorique et ses pratiques. Théoriquement, cette intervention s'inspire d'un nombre croissant de travaux sur la pleine conscience, mindfulness. Pratiquement, elle fournit des moyens efficaces de court-circuiter les schémas automatisés qui perpétuent les difficultés familiales, et ainsi de donner à l'enfant et à ses parents un habitus relationnel plus sain. La pleine conscience. La pleine conscience est un état d'esprit et une discipline pratique marquée par la volonté de prêter délibérément attention au moment présent, sans attachement à un point de vue particulier et sans jugement. Kabat-Zinn, 1994. Cette attention délibérée est immédiate. Elle accepte le moment présent tel qu'il est, sans chercher à l'expliquer ou à l'analyser pour mieux le comprendre, et elle laisse les expériences qui accompagnent ce moment, joie, tristesse, fatigue, peur, colère et autres, évoluer sans tenter de les prolonger, de les changer ou de les oublier. L'état de liberté psychologique qui découle de cette attention délibérée crée un intervalle de temps pendant lequel les pensées, les émotions et les gestes habituels sont suspendus et peuvent être calmement reconsidérés. La pleine conscience est le fruit d'une discipline pratique bien davantage que d'une réflexion intellectuelle ou morale. Cette discipline, qui plonge ses racines dans différentes traditions religieuses et philosophiques, s'appuie sur des exercices de respiration, de méditation et d'observation profonde. Ces exercices prennent différentes formes selon la tradition dont ils s'inspirent. Ils visent cependant toujours à donner à celui qui les pratique l'occasion d'arrêter de faire ce qu'il fait plus ou moins automatiquement, afin d'être pleinement présent. Cette plénitude de l'instant, Anne 1994, permet d'accepter l'immédiat sans le juger ou vouloir le changer, et parfois d'envisager d'autres façons d'agir ou de penser. Depuis une quinzaine d'années, différents chercheurs et cliniciens intègrent une discipline de la pleine conscience à des thérapies plus traditionnelles pour soigner un nombre croissant de difficultés, comme les troubles dépressifs et anxieux, Eck, Strossal et Wilson, 1999, Segal, Williams et Tisdale, 2002, Alcoolisme, Marlatt, 2002, les troubles de la personnalité Linehan, 1993 et les conflits conjugaux, Jacobson, Christensen, Prince, Cordova et Eldridge, 2000. Un élément qui se retrouve dans la plupart de ces thérapies est la pratique de la respiration consciente. C'est aussi un élément essentiel de l'éducation consciente. La respiration consciente. Nous respirons la plupart du temps sans penser du tout à ce que nous faisons. Respirer consciemment, inspirer en sachant que nous inspirons puis expirer en sachant que nous expirons, est la meilleure façon de vivre pleinement au présent car il est impossible de respirer au passé ou au futur. Dès la première rencontre avec les parents d'un enfant en difficulté, nous leur apprenons à respirer consciemment. Nous faisons de même avec l'enfant s'il n'est pas trop jeune. Naturellement et en évitant le plus possible les longues explications, nous demandons aux membres de la famille de s'asseoir dignement, le dos droit, les deux pieds au sol, les mains l'une dans l'autre ou sur les genoux et les yeux fermés s'ils le désirent. Puis nous les invitons à respirer régulièrement. 1, 2, 3, j'inspire, 1, 2, 3, j'expire. Cet apprentissage, auquel nous participons toujours nous-mêmes, ponctue à diverses reprises toutes nos rencontres. Il dure chaque fois environ 5 minutes et est parfois accompagné de musique de fond douce. Nous demandons aux participants de faire le même exercice le plus souvent possible à la maison ou ailleurs, afin de s'entraîner à respirer consciemment dans différentes situations. Le but de cet exercice est uniquement d'apprendre à respirer consciemment, et ainsi à vivre pleinement au présent le plus souvent possible. Le but n'est pas d'apprendre à la famille à se détendre, à méditer ou à se concentrer, bien que souvent avec un peu de pratique, ces bénéfices deviennent aussi apparents. Vivre au présent est la meilleure façon de permettre aux parents d'un enfant agressif de s'arrêter régulièrement et ainsi, consciemment, de faire autre chose que ce qu'ils font depuis trop longtemps à leur détriment.
L'éducation consciente s'appuie sur 3 éléments clés d'intervention qui intègrent la respiration consciente pour encourager ce passage d'un habitus malsain à de nouvelles pratiques relationnelles plus harmonieuses. L'écoute attentive, la distanciation et les plans d'action motivés. L'écoute attentive. L'écoute attentive est une forme d'écoute délibérée essentielle à tout travail d'éducation consciente. Au travers de cette forme d'écoute, l'intervenant accepte les difficultés de la famille sans immédiatement juger ou vouloir changer ce qu'il entend, et se positionne ainsi davantage comme un partenaire que comme un expert à même de résoudre ces difficultés au moyen de conseils ou de directives. Cette attitude d'acceptation, 1. Témoigne du respect pour les parents, 2. Les aide à faire la distinction entre ce qu'ils peuvent espérer changer, par exemple, le comportement de l'enfant et ce qu'ils doivent apprendre à accepter, par exemple, leur enfance difficile, un divorce pénible, et 3. Les encourage à se fixer des buts réalistes qu'ils seront motivés à atteindre. Plus globalement, parce qu'elle ne cherche pas à résoudre immédiatement les problèmes de la famille, l'écoute attentive apprend aux parents à passer du temps avec leurs difficultés afin de voir plus clairement comment les aborder. Lorsqu'elle s'accompagne régulièrement d'exercices de respiration consciente, cette forme d'écoute apprend aussi aux intervenants à résister à la tendance à vouloir contrôler la situation en donnant aux parents diverses solutions à ces difficultés. Au travers de nombreuses questions, l'écoute attentive met l'accent sur l'histoire de vie des parents et de l'enfant, afin de comprendre leur vécu de l'intérieur, comme ils le comprennent eux-mêmes. Dans ce travail qui peut prendre beaucoup de temps, l'intervenant ne doit jamais perdre de vue que les problèmes multiples des enfants agressifs se manifestent dans un réseau relationnel qui s'étend au-delà de l'entourage immédiat et du présent étroit d'aujourd'hui. Ce réseau peut comprendre des grands-parents, un parent divorcé et remarié, et des demi-frères et sœurs vivant dans un autre foyer, et il remonte dans le temps, tout particulièrement parce que l'éducation qu'ont reçue les parents se reflète dans l'éducation qu'ils donnent à l'enfant. C'est pourquoi il est nécessaire, dès les premiers entretiens, de placer la relation parent-enfant dans le contexte d'autres relations familiales et sociales. Nous le faisons au travers de ce que j'appelle le travail de synthèse. Je ne peux que décrire ce travail très brièvement ici. Le lecteur intéressé en trouvera une description détaillée dans mon ouvrage sur l'enfant violent, Dumas 2000. Si les parents d'un enfant agressif affrontent des difficultés évidentes, plus fondamentalement ils n'arrivent pas à donner un sens à ce qui leur arrive. Par conséquent ils accusent souvent sans s'en rendre compte, on peut le lui dire 100 fois, il n'obéit jamais. Ce genre d'affirmation qui ponctue les premiers entretiens, reflète la thèse des parents, notre enfant a des problèmes, aidez-nous. Les questions détaillées d'une écoute attentive conduisent petit à petit les parents qui s'impliquent à voir les choses différemment. Lorsque l'intervenant dresse un bilan précis d'une journée par exemple, il devient vite impossible d'affirmer qu'un enfant comme Claude n'obéit jamais ou qu'il est seul responsable d'une vie de famille infernale. Il est courant alors de voir les parents se culpabiliser et dire qu'ils sont eux-mêmes la source des problèmes qui les préoccupent. Ce renversement de discours et des émotions en jeu représente l'antithèse des parents. Notre enfant est agressif parce que nous ne savons pas l'élever comme il faut. Thèse et antithèse ont inévitablement un effet paralysant sur tout changement. Une écoute attentive ponctuée d'exercices de respiration consciente est alors essentielle pour permettre aux parents de réaliser qu'il n'y a pas de fautif, et que s'ils persistent à en chercher un, la situation ne s'améliorera jamais. Ce qu'il y a, c'est un habitus relationnel pénible, qui fait tellement mal parfois qu'il donne envie de hurler, de tout casser ou de pleurer. Cet habitus est partagé, et nécessite un changement simultané de la part des acteurs en jeu. Le travail de synthèse auquel nous nous appliquons alors est centré principalement sur les relations quotidiennes de l'enfant et de sa famille. Au travers d'échanges approfondis lors de chaque consultation, nous explorons l'histoire des difficultés à résoudre et surtout des automatismes qui prennent le contrôle des relations familiales lorsque parents et enfants sont stressés. Avec le temps, les parents qui voient leur comportement et celui de l'enfant changer oublient les premières descriptions accusatrices de leurs difficultés. La synthèse est réussie lorsque les parents dépassent leurs positions antérieures et parlent de nous, davantage que de l'enfant ou d'eux-mêmes. La distanciation. Les parents qui se sentent écoutés par l'intervenant et qui s'entraînent régulièrement à la respiration consciente, prennent naturellement un certain recul par rapport à leurs comportements automatisés,
et cherchent de plus en plus à éduquer consciemment leur enfant. Malheureusement, leurs efforts sont souvent menacés par différentes émotions négatives comme la colère, la tristesse et la peur, parce qu'ils ont pratiqué ces émotions à maintes reprises et qu'elles surgissent automatiquement lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés avec l'enfant. Dumas, Apparaître, Anne 1994. Alors que l'écoute attentive est avant tout un outil de communication avec autrui, la distanciation est un outil de communication avec nous-mêmes. Elle nous permet de séparer nos émotions de la situation qui les a provoquées, ou du message que nous voulons communiquer, et est essentielle à l'autorégulation affective et à la gestion efficace des émotions. Cet outil est à l'œuvre dans de nombreuses situations quotidiennes. Lorsqu'une mère, par exemple, demande calmement à son enfant la vérité lorsqu'elle est fâchée de savoir qu'il a menti, ou qu'elle se sent agitée ou triste et décide de s'asseoir et de respirer profondément pour reprendre son souffle. Dans l'éducation consciente, l'intervenant donne aux parents d'un enfant agressif de nombreuses occasions de passer du temps avec leurs émotions négatives sans s'identifier à elles entièrement. Cela se fait au travers des exercices de respiration consciente décrits plus haut. Lorsque les parents rapportent un incident pénible ou que l'intervenant soupçonne qu'un tel incident a donné lieu à des émotions fortes, ce dernier interrompt la conversation et demande aux parents de respirer consciemment tout en repensant en détail à l'incident pendant quelques minutes. L'intervenant, qui guide cet exercice à voix basse, apprend tout particulièrement aux parents à penser à leurs émotions négatives et à en parler à la troisième personne du singulier. Non pas « j'étais tellement en colère que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire ». Mais « la colère m'a envahi et m'a conduit à dire ce que je n'aurais pas dû dire ». Non pas « j'étais tellement triste que je me suis mis à pleurer ». Mais « ma tristesse a pris le dessus et je me suis mis à pleurer ». Non pas « je suis fâché ». Mais « colère mon ami, mon ennemi, te revoilà. Assieds-toi à côté de moi. » Ce changement de personne est inhabituel et sonne parfois faux. Il est cependant essentiel car dès le plus jeune âge, le langage nous apprend à nous identifier entièrement à nos émotions. Je suis heureux. Je suis fâché. L'intervenant explique aux parents que cette identification est sous-VCNT malheureuse, d'une part parce qu'elle permet régulièrement aux émotions négatives de contrôler nos pensées, nos paroles et nos gestes, et d'autre part parce qu'elle nous fait oublier que les émotions même les plus profondes sont inévitablement passagères alors que notre personne, notre je, ne l'est pas. En d'autres termes, la pratique de la distanciation nous permet petit à petit d'accepter nos émotions négatives au lieu de chercher à les ignorer ou à les supprimer, tout en reconnaissant qu'à chaque instant nous sommes bien plus que nos émotions. Le but de la distanciation n'est pas de modifier ou de restructurer certaines émotions négatives, comme c'est le cas dans les thérapies cognitivo-comportementales, mais de les accepter sans s'identifier entièrement à elles. L'éducation consciente met l'accent sur les émotions immédiates des parents afin qu'ils les reconnaissent et les acceptent comme faisant partie de leur vécu, sans pour autant laisser ces émotions contrôler ce qu'ils pensent, disent ou font dans leur relation avec l'enfant. L'accent est le même lorsque nous travaillons séparément avec l'enfant. La pratique régulière de la distanciation pendant les exercices de respiration consciente apprend petit à petit aux parents et à l'enfant à séparer leurs émotions négatives des réactions habituelles qu'elles provoquent. Cette séparation perturbe les automatismes acquis et facilite une prise de conscience qui leur permet d'envisager de réagir autrement au moment même où ils sont confrontés à des difficultés. Comme le remarquait la mère de Claude après quelques semaines d'intervention. Il avait laissé toutes ses affaires traîner à la cuisine et j'allais le critiquer comme je sais bien le faire quand je me suis ressaisie. J'ai respiré profondément et je lui ai parlé gentiment. Les plans d'action motivés. Toute intervention socio-éducative cherche à donner aux parents d'enfants agressifs des outils pratiques pour changer leur comportement et celui de l'enfant. Cependant, bien des parents motivés ont de la difficulté à utiliser ces outils de manière cohérente pour jouer le jeu autrement, et abandonnent plus ou moins vite le travail que l'intervenant attend d'eux chaque jour. Le troisième élément clé de l'éducation consciente vise à réduire le fossé qui souvent sépare la motivation au changement d'un changement réel, cela au travers de ce que j'appelle les plans d'action motivés. De nombreuses recherches en psychologie sociale montrent qu'il est beaucoup plus probable d'atteindre nos buts lorsque nous avons des plans précis, que lorsque nous nous basons uniquement sur nos bonnes intentions,
Gollwitzer, 1999, Gollwitzer et Schall, 2001. Le parent qui se motive en se disant « La prochaine fois qu'il fait une crise de colère, j'irai m'asseoir sur le fauteuil du salon et je l'ignorerai pendant 3 minutes », sera mieux à même de changer son habitus relationnel avec son fils agressif que le parent qui cherche à atteindre un but semblable en se disant « La prochaine fois qu'il fait une crise de colère, j'essaierai de ne pas me mettre en colère moi aussi ». Dans l'éducation consciente, les plans d'action motivés sont des stratégies comportementales qui répondent très précisément à 4 questions. Quoi? Quel est le but éducatif immédiat que se fixent les parents? Par exemple, diminuer de moitié la fréquence des crises de colère de l'enfant. Quand? Quand est-ce que les parents travailleront à atteindre ce but? Par exemple, au moment du lever et du coucher, qui sont particulièrement pénibles pour l'ensemble de la famille. Où est-ce que les parents y travailleront? Par exemple, à la maison, avant tout dans la chambre de l'enfant et à la salle de bain et au salon où les parents se retireront chaque fois que l'enfant se met en colère. Comment? Comment est-ce que les parents atteindront ce but? Par exemple, en planifiant avec l'enfant le lever et le coucher, en l'informant des conséquences qu'auront ces crises de colère et en prévoyant comment ils agiront eux-mêmes au premier signe d'une crise. Plus généralement, ce troisième élément de l'intervention met l'accent sur l'anticipation consciente des parents et sur la manière dont ils entendent gérer leur relation quotidienne avec l'enfant lorsque ce dernier est particulièrement difficile. Le but de ce travail est de court-circuiter les processus automatisés et, avec le soutien de l'écoute attentive et de la distanciation, de donner aux parents des moyens concrets de faire autrement. Pratiquement, lorsque les parents ont élaboré un plan d'action en répondant aux questions quoi, quand, où et comment, ils s'entraînent à le mettre immédiatement en pratique au travers de jeux de rôle avec l'intervenant et d'exercices de visualisation. Les jeux de rôle permettent à l'intervenant de s'assurer que les parents comprennent leur plan d'action et sont à même de le mettre en œuvre. Les exercices de visualisation, qui sont très semblables aux exercices de respiration consciente décrits plus haut, donnent l'opportunité aux parents de s'imaginer en train de suivre leur plan avec l'enfant. L'intervenant, qui guide ces exercices à voix basse, invite les parents à en imaginer chacune des étapes, puis à envisager les obstacles qui pourraient surgir et à les surmonter, tout en respirant consciemment pendant 5 minutes environ. Comme les autres éléments de l'éducation consciente, les plans d'action motivés sont élaborés et pratiqués au cours des séances de consultation de la famille, séances auxquelles les enfants plus âgés participent souvent activement. Dans le cas de Claude, par exemple, ces plans ont porté sur divers aspects problématiques de la vie quotidienne, comme le respect des règles de vie, l'organisation et les devoirs. Chaque plan est ensuite mis en œuvre immédiatement. En effet, partant du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, un plan exige qu'adultes et enfants s'entraînent chaque jour à leur nouvelle pratique relationnelle, qui remplacera petit à petit leur mode de fonctionnement inadapté par une forme plus heureuse d'automaticité. Quelques recherches encourageantes. Les pistes d'intervention que préconise l'éducation consciente n'ont pas encore fait l'objet de recherches rigoureuses, bien qu'une étude de leur pertinence, de leur efficacité et de leur acceptabilité soit en cours. Il existe cependant différentes recherches montrant qu'une approche basée sur l'éducation consciente des participants les motive et les conduit souvent à des changements de comportement importants dans des domaines très divers. Le domaine le mieux étudié à ce jour est celui de la santé, comme l'illustre l'exemple suivant. On sait depuis longtemps que le dépistage d'une grosseur suspecte au niveau des seins augmente considérablement les chances de guérison d'un cancer du sein. Un moyen de dépistage simple, efficace et accessible à toutes les femmes est l'auto-examen mensuel. De nombreux travaux montrent cependant que les femmes qui savent faire cet examen n'aiment pas ou oublient souvent de le faire, même lorsqu'elles reconnaissent l'importance d'un dépistage précoce. Dans le but d'augmenter les taux relativement bas d'auto-examen, Orbel, Hodgkins et Sheeran 1997, ont comparé 2 méthodes d'intervention offertes à 2 groupes de participantes, établies de manière aléatoire au préalable. Une méthode classique, dans laquelle les participantes ont été informées de l'importance de cet examen et ont reçu toutes les consignes nécessaires pour le faire, et une méthode nouvelle, dans laquelle les participantes ont reçu la même intervention mais augmentée d'un plan D'. Action motivée. Immédiatement après avoir appris à faire l'auto-examen,
les participantes du second groupe étaient encouragées à planifier où, quand et comment elles le feraient. Les résultats ont été très clairs. 53% des participantes du premier groupe ont fait cet examen le mois suivant, comparé à 100% des participantes du second groupe. Des approches semblables ont été utilisées avec succès dans d'autres contextes, par exemple pour motiver des adultes à faire régulièrement de l'exercice, Milne, Orbel et Sheeran, 2002. Ces résultats sont encourageants, mais ne démontrent évidemment pas que les pistes d'intervention préconisées ici auront les mêmes effets. Il est souvent très difficile d'atteindre les enfants agressifs et violents, et plus encore de leur venir en aide, et les familles de ces enfants sont parfois tout aussi difficiles à motiver et à convaincre que des changements positifs sont possibles. Nous reconnaissons que notre travail d'intervention n'est pas toujours à la hauteur de la tâche. Nous l'acceptons et nous continuons à chercher de nouvelles méthodes toujours plus prometteuses dans l'espoir d'aider au moins certains enfants et certaines familles. Le défi majeur à nos yeux n'est pas d'éliminer l'agression et la violence de tous les enfants que nous voyons en consultation, ce serait un défi illusoire et dangereux, mais de les aider le plus tôt possible à se construire autrement dans les petits détails de tous les jours. 4. Bibliographie. Barg, J.A. et Chartrand, Tom L., 1999. The Unbearable Automaticity of Being, American Psychologist, 54, 462 à 479. Barg, J.A. Chen, Monsieur et Burroughs, L. 1996. Automaticity of Social Behavior, Direct Effect of Trait Construct and Stereotype Activation en Action, Journal of Personality and Social Psychology, 71, 230 à 244. Barg, J.A. et Ferguson, M.J. 2000. Beyond Behaviorism, On the Automaticity of Higher Mental Processes, Psychological Bulletin, 126. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.